Il est 2h47. Le silence lourd de Ouagadougou semble irréel. Ce n'est pas la paix, mais un calme tendu, une couverture idéale pour ceux qui agissent dans l'ombre. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré, debout dans la pénombre, sait que ce silence est l'ultime moment avant la tempête. Un seul tir va tout changer, mais la véritable menace ne se trouve pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, là où la trahison se cache derrière les portes du pouvoir. La question reste, à qui Ibrahim Traoré peut-il vraiment faire confiance ? La guerre vient de commencer. Dans les ténèbres de Ouagadougou, le plan des conspirateurs semble imparable. Leurs calculs sont froids, méthodiques, pensant que la capture rapide du capitaine Ibrahim Traoré et l'installation d'un nouveau leader sous contrôle extérieur suffiront à anéantir toute résistance. Mais ils sous-estiment l'unité du peuple burkinabé, qui, même dans les moments les plus sombres, trouve la force de se dresser. Ibrahim Traoré n'est pas un dirigeant ordinaire, et ce n'est pas simplement un homme, mais un symbole de la souveraineté du Burkina Faso. Un pays qui refuse d'être une marionnette dans les mains des puissances extérieures. Alors que l'armée se prépare pour l'inévitable attaque, un autre champ de bataille s'ouvre, l'esprit et la détermination d'une population qui, pour la première fois depuis longtemps, se tient prête à défendre ce qu'elle considère comme son droit légitime. Ce soir-là, tout est en jeu. Le destin du Burkina Faso repose entre les mains de ses citoyens et de leur volonté de briser le cycle de la corruption et de l'oppression. Le coup de feu retentit à 2h47, déchirant la nuit de Ouagadougou. Mais contrairement à ce que les conspirateurs pensaient, ce n'est pas un simple signal de début de révolte. Dans le silence de la capitale, l'atmosphère lourde d'une tension qui bouillonne depuis des mois se transforme en un point de rupture. Ce qui avait été prévu comme une attaque surprise contre le capitaine Ibrahim Traoré devient le catalyseur d'un renversement radical de la situation. Mais avant de comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, il faut revenir quelques semaines en arrière. Le régime de Traoré, malgré sa jeunesse et ses idéaux de réforme, a été marqué par de nombreux défis. Une crise économique alimentée par des sanctions extérieures, une pression militaire croissante sur les frontières du Sahel, et une population de plus en plus frustrée par l'absence de changements visibles. Dans cette tourmente, les factions internes ont commencé à se manifester, cherchant à exploiter les fissures du pouvoir. Cependant, ce que les conspirateurs n'avaient pas prévu, c'est l'émergence d'une résistance populaire qui a transformé une simple crise de leadership en un véritable soulèvement national. Les services de renseignement avaient repéré les signes d'une tentative de coup d'État bien avant que les conspirateurs ne fassent leur mouvement. Ils avaient infiltré les communications secrètes et intercepté les messages cryptés. Tout était enregistré, tout était suivi. La trahison, en réalité, n'était pas un simple complot militaire. C'était un complot interne soutenu par des puissances extérieures visant à déstabiliser tout un pays pour mieux le contrôler. Ce n'était pas seulement une tentative de renverser Ibrahim Traoré, c'était un calcul politique global visant à rétablir des intérêts étrangers au Burkina Faso. Les conspirateurs croyaient que le peuple burkinabé serait trop faible pour se défendre. Mais en réalité, ils n'avaient pas compris une chose essentielle. L'esprit de résistance qui anime les citoyens de ce pays est plus fort que les menaces extérieures. Dans les moments cruciaux du coup d'État, Ibrahim Traoré n'est pas un homme qui réagit sous pression, mais un stratège calme et réfléchi. Il sait que son avenir est celui du Burkina Faso, dépendant de sa capacité à comprendre les nuances de chaque mouvement, chaque mot, chaque regard échangé, alors que les conspirateurs se croyaient à l'abri, ignorant que leur communication était interceptée. Traoré observait. Son calme dans cette situation chaotique n'était pas un signe de panique, mais un calcul minutieux. Le capitaine, qui avait pris le pouvoir quelques années plus tôt avec une vision de réforme pour la souveraineté nationale, savait que cette tentative de coup d'État n'était pas seulement une attaque contre lui, mais contre l'avenir même du pays. Il n'avait pas d'illusion, les ennemis ne sont pas seulement à l'extérieur, ils sont à l'intérieur du système. C'est cette prise de conscience qui allait donner le ton à la suite des événements. Dans la salle du palais présidentiel, où la confusion s'estompe lentement, Ibrahim Traoré prend une décision audacieuse.
Il ordonne la fermeture des portes du palais, mais avec une directive singulière, l'ouverture sera la clé. Ce n'est pas la force qui va répondre à cette attaque, mais l'engagement d'une nation. Il comprend que pour que l'attaque échoue, il doit exposer la vulnérabilité des conspirateurs, non pas en les affrontant de manière militaire, mais en dévoilant la profondeur de leur trahison au peuple. Ce moment de tension, de peur et de calcul stratégique allait marquer un tournant. Ibrahim Traoré n'était plus seulement un homme seul face à une conspiration, mais le porte-voix d'une nation prête à défendre ses principes. Mais à quel prix cette décision allait-elle se faire sentir dans l'équilibre du pouvoir ? La tension monte alors que le plan des conspirateurs se déploie lentement, mais la réaction d'Ibrahim Traoré est rapide et décisive. Le silence du palais est soudainement brisé par un mouvement militaire plus méthodique que prévu, mais l'attaque n'a pas l'effet escompté. Les premières heures du coup d'État sont marquées par une série de manœuvres tactiques désorientées. Les conspirateurs, convaincus que le contrôle du palais présidentiel garantirait une victoire rapide, se trouvent confrontés à une résistance qu'ils n'avaient pas anticipée. L'unité des forces loyales à Traoré et le soutien inattendu du peuple. L'attaque, loin de se concentrer uniquement sur le renversement d'un homme, prend une tournure plus complexe. Il s'agit désormais de protéger un idéal. Ibrahim Traoré, loin d'être pris de panique, déploie un plan de défense communautaire. Il ordonne l'ouverture des portes du palais, mais pour un seul but, exposer la trahison au grand jour. Les conspirateurs avaient calculé que la population burkinabé serait paralysée, que la peur et la confusion régneraient. Mais ils avaient ignoré un détail crucial. Cette peur n'a pas pris racine. Au contraire, l'attaque a activé une force inédite, celle de la résistance populaire. Le mouvement de soutien, bien que spontané, prend une ampleur rapide. Des milliers de civils, des travailleurs, des étudiants, des agriculteurs se ruent dans les rues de la capitale. Ils ne sont pas organisés sous un même commandement, mais une chose les unit, le désir de défendre la souveraineté du Burkina Faso et leur rejet de l'ingérence extérieure. Ce n'est pas une guerre classique que les conspirateurs espéraient de mener. Ce n'est pas une bataille pour un palais ou une personne. C'est une lutte pour la dignité nationale. L'unité des civils, leur détermination sans faille, fait éclipser l'approche militaire des conspirateurs. Leurs tentatives d'infiltrer les zones stratégiques échouent les unes après les autres. Et ce qui était censé être un coup d'État précis et chirurgical devient un chaos contrôlé par ceux qui comprennent réellement la situation. Les conspirateurs, qui pensaient manipuler les événements à leur avantage, se retrouvent désarmés face à la réalité du soutien populaire en faveur d'Ibrahim Traoré. Le peuple, qui avait été relégué au silence pendant des décennies, s'élève maintenant pour défendre sa nation, se battant pour un Burkina Faso qui ne sera pas réduit à l'état de vassal des puissances extérieures. Les premières heures de l'attaque révèlent déjà l'ampleur de l'échec des conspirateurs. Les informations commencent à circuler, leurs mouvements sont surveillés, leurs messages sont interceptés et leur plan ne tient plus. La réaction populaire, bien que non coordonnée, se fait sentir rapidement, comme une marée montante difficile à arrêter. Dans les rues de Ouagadougou, les foules scandent des slogans de soutien au président et chaque minute qui passe éloigne davantage l'idée d'une victoire pour les comploteurs. Les forces de Traoré, bien que n'étant pas aussi nombreuses que celles des conspirateurs, ont un avantage décisif. Elles sont soutenues par un peuple qui a compris que l'enjeu dépasse celui de la survie d'un homme. C'est l'avenir de la nation tout entière qui est en jeu. Les conspirateurs, pris au piège de leur propre arrogance et de leur manque de préparation face à l'unité du peuple burkinabé, commencent à réaliser qu'ils n'ont pas seulement perdu la bataille contre Ibrahim Traoré, mais qu'ils ont sous-estimé la capacité de la nation à résister à leurs manœuvres, alors que l'attaque perd de son intensité, un nouveau front se crée. L'arrestation des principaux complices parmi les conspirateurs devient imminente, mais bien que la victoire semble à portée de main, Ibrahim Traoré sait que cette victoire n'est pas encore totale. Le véritable défi reste à venir. Éviter de tomber dans le piège de la vengeance et de l'instabilité. Mais pour l'instant, la résistance populaire et l'unité nationale prévalent sur les forces du chaos.
À mesure que les premiers signes de la défaite des conspirateurs deviennent évidents, les preuves commencent à s'accumuler, renforçant la position d'Ibrahim Traoré et de son gouvernement. Les services de renseignement ont non seulement intercepté des communications cruciales, mais ils ont également récupéré des documents financiers, ainsi que des preuves matérielles et des témoignages essentiels qui confirment la profondeur de la trahison interne. Ces révélations mettent en lumière non seulement le rôle des conspirateurs locaux, mais aussi l'influence étrangère qui a soutenu leurs actions. Une analyse approfondie de ces données permet de quantifier l'ampleur du complot, offrant des chiffres accablants pour les responsables de la tentative de coup d'État. Les premières estimations révèlent que près de 28 millions de dollars ont été discrètement transférés à des comptes bancaires offshore pour financer le coup d'État. Ce fonds, géré par des sociétés écrans, est dissimulé à travers des transactions complexes visées à acheter des loyautés, soudoyer des militaires et des officiers influents, ainsi que financer la campagne de désinformation pour affaiblir la position du président Traoré. Ce financement n'était pas seulement destiné à soutenir un groupe de mercenaires ou à financer des armes. Il avait pour but de créer une crise de confiance et d'anéantir la capacité du gouvernement à résister. Les conspirateurs croyaient que, grâce à cette injection de fonds, ils pourraient paralyser les institutions financières du pays, fragiliser l'armée et pousser la population à se rallier à leur cause. Les services de renseignement ont également découvert un réseau de communication crypté reliant plusieurs acteurs internationaux à ces flux financiers. Ces révélations sont d'une portée bien plus grande que ce que les conspirateurs avaient envisagé. Où non seulement ils ont utilisé des ressources locales pour leur tentative de coup d'État, mais ils ont également sollicité l'aide d'acteurs étrangers dans leur quête pour déstabiliser le Burkina Faso. En exploitant des réseaux financiers et médiatiques à travers des sociétés écrans, les conspirateurs ont planifié une opération coordonnée pour prendre le contrôle du pays sans recours à une intervention militaire extérieure directe. Cependant, ces manipulations ont été stoppées net par une série d'interceptions stratégiques et de fuites d'informations, rendant le complot de plus en plus difficile à exécuter. Les chiffres deviennent de plus en plus clairs. En quelques jours, les autorités burkinabées ont pu identifier les noms des principales figures impliquées, y compris des personnalités politiques, des officiers militaires de haut rang et des hommes d'affaires influents. Un rapport détaillé met en lumière que plus de 50 personnes ont été impliquées dans le financement direct de l'opération. Plus de 113 comptes bancaires ont été gelés et des dizaines d'actifs ont été saisis, allant des biens immobiliers aux investissements financiers à l'étranger. Ces chiffres, qui jusqu'à présent étaient dissimulés derrière des transactions complexes et des comptes offshore, sont maintenant sur la table, exposant la véritable ampleur du complot. Les révélations ne s'arrêtent même pas aux seules finances. Une autre partie des preuves montre un réseau de désinformation visant à miner la légitimité du gouvernement de Traoré. Des campagnes médiatiques ont été financées pour diffuser des informations fausses et manipuler l'opinion publique afin de créer un climat de peur et de confusion. Les conspirateurs pensaient que si le peuple burkinabé était suffisamment déstabilisé, il serait plus enclin à accepter un changement de régime. Mais comme les informations commencent à circuler, cette stratégie échoue, renforçant le soutien à Traoré et rendant l'attaque encore plus absurde à mesure que la vérité émerge. Alors que la situation évolue et que le plan des conspirateurs se dégrade, deux positions opposées émergent de manière de plus en plus claire. D'un côté, les partisans de l'opération de coup d'État, soutenus par des intérêts externes, continuent de défendre leur position, arguant que leur action était nécessaire pour remettre le pays sur la voie de la stabilité. Ils croient maintenant fermement que le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, s'est éloigné des priorités stratégiques et géopolitiques essentielles pour sa survie. Pour eux, la réinstallation d'un leadership plus docile et pro-occidental était la seule voie pour assurer une croissance économique stable tout en maintenant les relations avec les puissances étrangères qui avaient été perturbées par la politique souverainiste de Traoré. Ces voix persistent à croire qu'un changement rapide de leadership est nécessaire pour éviter une crise totale dans la région du Sahel, un Sahel déstabilisé par le terrorisme et les influences extérieures.
D'un autre côté, les partisans d'Ibrahim Traoré et des réformes nationales rejettent cette idée avec véhémence. Ils affirment que les conspirateurs ne sont animés que par un désir de maintenir leurs privilèges et de soumettre le pays à une dépendance étrangère permanente. Le pouvoir, pour eux, n'est pas seulement une question de politique intérieure, mais une question de dignité nationale et de souveraineté. Traoré, dans ses actions et son discours, incarne un mouvement plus large, celui de l'indépendance économique et de l'autodétermination des peuples africains. Son refus de céder à des pressions extérieures est vu par ses partisans comme un acte de courage, visant à préserver l'intégrité du pays face à des forces qui cherchent à l'affaiblir. En refusant de se soumettre aux diktats étrangers, Ibrahim Traoré devient un symbole de résistance contre la néocolonisation et son leadership est perçu comme essentiel pour maintenir la souveraineté du Burkina Faso à une époque où la nation est au carrefour des influences mondiales. Cependant, la question qui se pose ici n'est pas simplement une question de perspective politique divergente. Elle va au-delà des idéologies opposées entre les deux camps. Ce qui se joue réellement, c'est le modèle de gouvernance qui va régner sur le Burkina Faso dans les années à venir. Les partisans de Traoré soulignent que la véritable stabilité du pays ne peut être fondée sur des compromis avec des intérêts étrangers, mais sur un système politique qui place le bien-être du peuple au cœur des priorités. Tandis que les partisans du coup d'État, eux, misent sur l'idée que la stabilité régionale et l'ordre économique passent par une gouvernance plus alignée avec les puissances internationales. La confrontation entre ces visions opposées n'est pas seulement une bataille pour le pouvoir au Burkina Faso, mais met un test pour l'avenir de la région du Sahel. Il est 3h15, les premiers signes d'un changement irréversible apparaissent. Ce n'est pas par une intervention militaire spectaculaire, mais par un tournant inattendu dans la stratégie des insurgés. Alors que les conspirateurs s'attendaient à ce que le peuple se dissipe sous la pression, ce dernier se renforce et se regroupe. Les rues de Ouagadougou se remplissent de civils déterminés, venant de tous les horizons de la société. Ce qui semblait être une tentative de coup d'État rapide se transforme en une confrontation bien plus complexe, où la véritable arme de l'opposition devient la cohésion nationale. Ibrahim Traoré, qui avait su anticiper les manœuvres internes et externes contre lui, voit dans cet afflux de soutien populaire un moment de vérité. C'est à cet instant qu'il réalise que la bataille n'est pas uniquement pour la survie de son régime, mais pour l'avenir de l'indépendance du pays. Les conspirateurs, pris dans l'illusion de leur propre puissance, voient enfin leur plan se désintégrer à mesure que la résistance du peuple se renforce. Cette montée en puissance populaire a brisé leur scénario et tout à coup, la victoire semble hors de portée pour ceux qui avaient cru que l'équation était déjà résolue. Le retournement de situation ne se limite pas à une simple victoire tactique sur les conspirateurs. Les effets de cette résistance populaire vont bien au-delà de la sphère politique immédiate et s'étendent à la structure même de la société burkinabé. À mesure que le plan des conspirateurs se délitait, une nouvelle réalité émergeait. Le peuple n'était plus spectateur de son histoire, il en était devenu le protagoniste principal. La mobilisation populaire qui avait commencé par des manifestations spontanées se transforme rapidement en un mouvement national structuré, sans leader unique, mais avec un objectif commun, la préservation de l'indépendance du Burkina Faso. Ce réveil collectif secoue les fondements même du pouvoir traditionnel, qui pensait jusqu'alors qu'une opposition nationale serait facilement écrasée par la force brute. Au contraire, la force de la mobilisation civile démontre qu'un peuple uni, même sans armes sophistiquées, peut être une force invincible. Les conséquences immédiates sont visibles dans les rues de Ouagadougou, où l'on assiste à un afflux de groupes communautaires, à main de militants politiques et de citoyens ordinaires s'organisant pour défendre la capitale et les institutions de l'État. Ce mouvement, qui naît de la rue, mais qui s'étend aux zones rurales et aux centres urbains de tout le pays, transforme chaque quartier en un bastion de résistance contre les conspirateurs. Les manifestations, bien qu'elles partent de l'indignation populaire, prennent rapidement la forme d'une défense citoyenne structurée, où les civils prennent des initiatives pour protéger leurs familles, leurs voisins et leur pays.
Ce phénomène a des répercussions profondes sur les institutions de l'État. L'armée, bien qu'encore partagée entre loyauté et pression, commence à se diviser. Les factions loyales à Ibrahim Traoré se renforcent à mesure que les forces étrangères et les mercenaires se trouvent incapables d'atteindre leurs objectifs. La population, informée et engagée, commence à se soulever de manière coordonnée. Les manifestations, d'abord une expression de colère, se transforment en une véritable action révolutionnaire contre l'ingérence extérieure. Les comploteurs, pensant que le peuple burkinabé serait pris dans la peur et la confusion, découvrent que cette même population est prête à se sacrifier pour l'indépendance et la souveraineté de son pays. Cette dynamique est amplifiée par les décisions courageuses prises par Ibrahim Traoré. Conscient que la stabilité du pays ne peut être atteinte par la force seule, il choisit de renforcer l'unité nationale plutôt que d'assumer une vengeance contre ses ennemis. C'est au lieu d'enfermer les conspirateurs dans des prisons secrètes ou d'organiser une répression sanglante, il initie une série de réformes visant à rétablir la justice publique et la transparence. Le message est clair, même ceux qui ont tenté de détruire le pays ne doivent pas être laissés dans l'ombre, mais confrontés publiquement à leurs actions. Cette décision, bien que risquée, montre que le leadership de Traoré repose sur une conviction profonde que la justice et l'unité nationale passent par la reconnaissance des erreurs passées, même celles commises par ses ennemis. Ce processus de nettoyage intérieur, accompagné de la gelée des avoirs des conspirateurs, devient un symbole de la nouvelle direction que prendra le pays. Pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, les élites, quel que soit leur pouvoir, sont confrontées à la réalité d'un système où personne n'est au-dessus de la loi. Le gel des 113 comptes bancaires et l'enquête en cours sur les liens financiers et militaires entre les conspirateurs et des acteurs étrangers ne sont que le début d'un processus plus large visant à garantir que les intérêts extérieurs ne puissent plus manipuler le pays à leur profit. À mesure que le Burkina Faso sort lentement de la crise immédiate, l'avenir du pays semble suspendu à un équilibre précaire. Cependant, le pays doit maintenant se préparer à 3 scénarios distincts qui façonneront ces mois à venir. Le premier, et celui que les partisans d'Ibrahim Traoré espèrent, est un avenir où la souveraineté et la stabilité sont restaurées. Dans ce scénario, le mouvement populaire qui a soutenu le président se renforce et le gouvernement parvient à consolider son pouvoir en mettant en œuvre des réformes politiques et économiques. La justice publique devient un pilier du régime et les processus démocratiques sont accélérés pour assurer que les citoyens jouent un rôle central dans la gouvernance. Ce scénario optimiste repose sur une détermination continue de la part du peuple à défendre son indépendance et une résolution politique pour éradiquer la corruption qui a longtemps gangrené le système. Le deuxième scénario est celui de l'instabilité prolongée. Bien que les conspirateurs aient échoué dans leur tentative immédiate de renverser le gouvernement, leurs actions ont mis à jour des divisions profondes au sein de l'armée, de l'élite politique et de la société. Ces divisions pourraient devenir ingérables, redonnant lieu à des tensions internes croissantes qui fragilisent l'État. Les sanctions économiques, les pressions internationales et la violence sporadique pourraient entraîner un affaiblissement du gouvernement de Traoré. Dans ce scénario, même si la souveraineté est préservée, le pays serait pris dans un cycle d'instabilité, où des factions internes continueraient de lutter pour le pouvoir, menaçant de retarder la paix et la reconstruction nationale. Le troisième scénario envisage un retour à la dépendance extérieure. Si les forces étrangères, particulièrement celles qui ont soutenu indirectement les conspirateurs, réussissent à manipuler l'opinion publique et les alliances régionales, un renversement graduel pourrait se produire. Des puissances extérieures pourraient exercer des pressions pour réintégrer le Burkina Faso dans un ordre économique mondial dominé par des intérêts étrangers. Dans ce scénario, même si la population pourrait résister à une telle ingérence, des défis économiques et politiques accrus, combinés à des pressions militaires et diplomatiques, pourraient faire pencher la balance vers une forme de gouvernance plus alignée avec les priorités internationales.
Ce scénario ne signifierait pas une défaite totale pour les aspirations de souveraineté, mais un compromis difficile qui mettrait en lumière la lutte continue pour une gouvernance autonome. Chacun de ces scénarios présente des défis significatifs, mais tous reposent sur un principe fondamental. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour où la direction prise dans les mois à venir déterminera s'il va réussir à renforcer son indépendance ou s'il sera contraint de faire face à des influences extérieures et internes qui menacent ses aspirations. La situation au Burkina Faso, marquée par des soulèvements populaires et des trahisons internes, résonne profondément au-delà de ses frontières. Elle touche à des questions universelles de souveraineté, de justice et de dignité humaine. Les événements qui se déroulent dans ce pays ne sont pas simplement une affaire de politique locale, mais un rappel de l'importance de la participation active des citoyens dans la construction de leur avenir. Pour le peuple burkinabé, la résistance face à l'injustice et l'exploitation extérieure est bien plus qu'un combat pour la survie politique. C'est un combat pour l'honneur et la fierté nationale. Chaque manifestation, chaque geste de soutien à Ibrahim Traoré est un message fort non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tous les pays qui luttent contre l'ingérence étrangère et la corruption interne. Pour ceux qui suivent de loin cette crise, il est essentiel de se rappeler que ce qui se joue au Burkina Faso n'est pas une simple question de changement de pouvoir. Il s'agit d'une lutte plus vaste, où l'autodétermination et la volonté d'un peuple de préserver ses ressources, ses valeurs et son indépendance sont mises à l'épreuve. Cette situation invite à une réflexion plus large sur les principes de gouvernance, de démocratie et de responsabilité. En soutenant les actions menées par le gouvernement de Traoré et en tenant les élites corrompues responsables de leurs actions, quand le peuple burkinabé envoie un message clair, la souveraineté ne se négocie pas. Elle se défend. À travers ces événements, nous voyons un modèle de résistance collective, une preuve que, même face à des adversaires puissants, un peuple unifié peut renverser les attentes et créer un changement significatif. Le Burkina Faso nous rappelle que l'histoire n'est pas écrite par ceux qui détiennent le pouvoir, mais par ceux qui osent se lever et se battre pour ce qui est juste. C'est ce combat qui, dans les mois et les années à venir, pourrait inspirer d'autres nations à affirmer leur propre indépendance et à chercher des solutions locales pour leurs problèmes globaux. Le Burkina Faso, à la croisée des chemins, se trouve dans une position unique pour redéfinir son avenir. Les événements récents ont montré que, malgré la tentative de coup d'État, le peuple burkinabé est plus que jamais déterminé à protéger sa souveraineté. Cependant, cette détermination ne peut se concrétiser sans une feuille de route claire et des actions concrètes pour rétablir la stabilité et renforcer les institutions du pays. La première étape de ce processus est la consolidation de la justice et de la transparence, afin de montrer que personne n'est au-dessus de la loi, en rendant publics les actes de corruption et de trahison, et en poursuivant ceux qui ont manipulé le système à leur avantage. Le gouvernement de Traoré peut gagner la confiance de la population et des acteurs internationaux qui soutiennent les principes de gouvernance démocratique. Ensuite, il est crucial d'engager une réforme économique qui mette l'accent sur la réduction de la dépendance extérieure. Le pays doit diversifier ses sources de revenus, investir dans les infrastructures de web locales et renforcer les secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie et les technologies. Une telle stratégie permettrait non seulement de réduire la vulnérabilité économique du pays face aux pressions extérieures, mais aussi de créer des emplois et de stimuler la croissance interne. Enfin, la troisième étape consiste à renforcer l'unité nationale à travers des initiatives de réconciliation et de dialogue. Les divisions internes, exacerbées par le coup d'État, doivent être guéries. Ce processus ne sera pas facile, mais il est essentiel pour éviter que le pays ne retombe dans un cycle de conflits internes, en créant des espaces de dialogue entre les différentes factions politiques et sociales et en encourageant la participation active des jeunes et des femmes dans la politique. Le Burkina Faso pourrait jeter les bases d'un avenir plus stable et plus inclusif. Dans la lueur de l'aube, alors que le pays reprend lentement son souffle après la tempête, il est difficile de ne pas penser à ce qui a été perdu et à ce qui pourrait encore être sauvé.
Ibrahim Traoré, debout, au cœur du tourbillon, incarne bien plus que le dirigeant d'un moment de crise. Il devient le symbole d'une nation prête à se redéfinir. Mais cette épreuve n'est pas seulement la sienne. Elle appartient au peuple burkinabé, qui a montré qu'il n'acceptera plus d'être spectateur de son histoire. Les événements de ces derniers jours rappellent une vérité profonde. Lorsque les citoyens se lèvent, les murs du pouvoir, aussi solides soient-ils, commencent à se fissurer. Tout au long de ce combat, la question centrale a été posée: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre notre liberté et notre dignité ? Pour le Burkina Faso, la réponse est claire. Le sacrifice personnel de Traoré et l'engagement de la population sont la preuve que l'on peut se relever après la trahison et les coups de force, à condition de rester fidèle à ses principes. La route reste longue, mais l'espoir renaît. Et tant que cette flamme d'indépendance et de justice brûle, le peuple burkinabé pourra se tenir droit face aux défis à venir. À travers les épreuves et les luttes, le Burkina Faso a fait un choix déterminant. Il a choisi la souveraineté, la justice et la dignité. Mais cette victoire ne sera véritablement complète que si chaque citoyen, chaque individu continue de défendre ses principes. Ce n'est pas le moment de se détourner. Au contraire, c'est le moment de s'engager encore plus profondément dans la construction d'une nation forte, unie et résiliente. Pour que l'histoire de ce soulèvement ne soit pas oubliée, pour que les sacrifices faits ne soient pas en vain, il est crucial de rester vigilant et de participer activement au processus de transformation qui se dessine. Rejoignez-nous dans cette aventure. Non pas parce que nous demandons votre soutien, mais parce que chaque voix compte. Chaque geste de solidarité, chaque action pour renforcer les valeurs de justice et d'équité contribue à bâtir un Burkina Faso véritablement libre et indépendant. Que vous soyez à Ouagadougou, dans un village reculé ou ailleurs dans le monde, votre engagement peut faire la différence. Soyez un acteur du changement, car ensemble, nous avons le pouvoir de créer un avenir où la dignité humaine est au cœur de tout.